Il s'agit ici de s'intéresser au respect de la force obligatoire du jugement. En principe, la force obligatoire fait naître une force exécutoire. Les parties doivent exécuter les obligations qui découlent du jugement. L'article L11 du Code de justice administrative précise d'ailleurs que les jugements sont exécutoires. Cependant, la partie qui a gagné le litige peut se heurter à une résistance de la part de la partie perdante. Ici, plus précisément, lorsque l'administré a obtenu ce qu'il demandait au juge, il peut se heurter à l'inexécution du jugement par l'administration. Or, la Cour européenne des droits de l'homme a dégagé un droit à l'exécution des décisions de justice dans un arrêt du 19 mars 1997, l'arrêt Opsny contre Grèce. Ce droit constitue l'un des éléments du droit à un procès équitable prévu à l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le Conseil constitutionnel a quant à lui rattaché ce droit d'obtenir l'exécution des décisions juridictionnelles au droit à un recours effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ceci résulte d'une décision du Conseil constitutionnel du 6 mars 2015. Pendant longtemps, aucun mécanisme ne permettait aux requérants d'obtenir l'exécution des décisions du juge administratif et de vaincre l'inertie de l'administration en contentieux administratif. Or, les voies d'exécution de droit privé n'étaient pas applicables vis-à-vis des personnes publiques. L'état du droit évolue progressivement dans la deuxième moitié du XXe siècle. Un décret du 30 juillet 1963 crée la Commission du rapport et des études au sein du Conseil d'État, qui était chargée d'apporter son aide à l'exécution des jugements administratifs. Cette fonction est aujourd'hui assurée par la section du rapport et des études. Ensuite, la loi du 16 juillet 1980 a donné la possibilité au Conseil d'État de prononcer des astreintes en cas d'inexécution d'un jugement rendu par une juridiction administrative et a créé une procédure de contrainte au paiement. Enfin, la loi du 8 février 1995 a attribué à toutes les juridictions administratives générales le pouvoir d'adresser, éventuellement sous astreinte, des injonctions à l'administration en cas d'inexécution d'un jugement. Un décret du 6 avril 2017 est venu modifier un certain nombre de règles afin de simplifier les procédures mises à la disposition des parties et de les uniformiser selon qu'elles sont engagées devant le Conseil d'État ou les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel. Nous allons envisager successivement ces différentes procédures. Premier paragraphe, la procédure administrative d'aide à l'exécution. C'est un mécanisme d'accompagnement qui est à la disposition de l'administration et des administrés. Il existe donc deux procédures selon la partie qui en a l'initiative. Il s'agit de procédures administratives dans la mesure où le juge intervient sous la forme d'avis ou de décision n'ayant pas de caractère juridictionnel. D'abord, les personnes publiques ont la possibilité de faire une demande d'éclaircissement auprès des juridictions administratives. Ainsi, en vertu de l'article R 921-1 du Code de justice administrative, lorsqu'un tribunal ou une cour a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif, ou dans un litige de pleine juridiction, lorsqu'il a accueilli la demande du requérant, l'administration a la faculté de demander au président de la juridiction d'éclairer l'administration sur les modalités d'exécution de la décision de justice. Le président du tribunal administratif ou de la cour peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, renvoyer la demande d'éclaircissement au Conseil d'État. En vertu de l'article R 931-1, la même possibilité existe lorsqu'un acte administratif a été annulé par le Conseil d'État ou une juridiction administrative spécialisée, ou lorsque l'une de ces juridictions a accueilli un recours de pleine juridiction. Dans ces cas, l'administration adresse sa demande d'éclaircissement au Conseil d'État. Cette procédure donne lieu à un avis dépourvu de force contraignante. En pratique,
Cette procédure est toutefois rarement utilisée par les personnes publiques. Ensuite, ce sont les administrés qui ont à leur disposition une procédure prévue à l'article L911-4 pour l'exécution des décisions des tribunaux et des cours, et à l'article R931-2 pour les arrêts du Conseil d'État et les décisions des juridictions administratives spécialisées. Cette procédure est ouverte en cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt par l'administration. Elle peut être initiée sans le ministère d'avocat et ne peut l'être qu'après avoir laissé un temps suffisant à l'administration pour exécuter le jugement. Ainsi, le Code prévoit qu'après un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement, toute personne intéressée peut saisir la juridiction qui a rendu ce jugement afin qu'elle les aide à définir les modalités d'exécution du jugement et qu'elle prescrive les mesures nécessaires à son exécution. Pour les jugements des juridictions administratives spécialisées, la demande doit être adressée au Conseil d'État et non à la juridiction elle-même. Par ailleurs, lorsque la procédure est enclenchée devant un tribunal ou une cour administrative d'appel, elle peut être renvoyée par le président de la juridiction au Conseil d'État. Dans tous les cas où le Conseil d'État est saisi, soit par l'administré ou soit sur renvoi d'un tribunal ou d'une cour, la demande est enregistrée par la section du rapport et des études. La procédure est possible à l'égard de tout jugement, même si celui-ci contenait des injonctions préventives, vues dans la vidéo précédente. En effet, dès lors que ces injonctions n'ont pas été respectées par l'administration, l'administré peut utiliser la procédure ici décrite. Toutefois, dans ce cas, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration du délai qui avait été laissé à l'administration pour respecter les injonctions préventives. Cette procédure se divise en 2 temps. Une phase administrative d'abord et une phase juridictionnelle ensuite. En effet, quelle que soit la juridiction saisie d'une telle demande d'aide à l'exécution, un rapporteur est désigné. Or, au cours de l'instruction, ce rapporteur est chargé d'accomplir toute diligence pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Si l'exécution survient au cours de cette phase administrative, l'affaire est classée. En revanche, si la phase administrative échoue, une phase juridictionnelle s'ouvre. Cela nous amène au 2e paragraphe, la procédure juridictionnelle d'exécution. Cette procédure juridictionnelle d'exécution fait appel à ce qu'on appelle le juge de l'exécution, qui va contraindre l'administration à exécuter le jugement. La procédure relève de la compétence de la juridiction dont émane le jugement, sauf pour les juridictions administratives spécialisées, dont la demande relève du Conseil d'État. Cette procédure juridictionnelle fait suite à l'échec de la phase administrative vue précédemment, sauf dans un cas. En effet, s'agissant du Conseil d'État, le président de la section du rapport et des études peut d'office enclencher la procédure juridictionnelle d'exécution. En vertu de l'article R931-6, il peut en effet demander aux personnes publiques de justifier de l'exécution d'une décision du Conseil d'État, et s'il estime que cette décision du Conseil d'État n'a pas été exécutée, il saisit le président de la section du contentieux aux fins d'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office. En dehors de ce cas particulier, la procédure juridictionnelle s'engage donc en principe uniquement lorsque la phase administrative n'a pas fonctionné. Dans ce cas, le rapporteur qui était chargé de cette phase administrative en informe le président de la juridiction ou au sein du Conseil d'État, le président de la section du rapport et des études. Pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la demande est alors transmise à une formation de jugement qui l'instruit et la juge en urgence. Devant le Conseil d'État, elle est transmise au président de la section du contentieux. La décision du juge de l'exécution prend la forme d'un jugement qui peut être contesté par les voies de recours habituelles. Cette décision juridictionnelle contient plus précisément une injonction qui consiste à ordonner à l'administration de prendre une mesure dans un sens déterminé ou de procéder à un nouvel examen
de la situation de l'administré, afin d'exécuter le jugement rendu. L'injonction peut être enfermée dans un délai et peut être prononcée sous astreinte. L'astreinte constitue une condamnation pécuniaire dont l'administration est susceptible d'être débitrice si elle ne prend pas les mesures adéquates d'exécution dans les délais impartis par le juge de l'exécution. Le juge fixe ainsi à l'avance une somme due par jour de retard. Le total sera ensuite calculé par une décision de liquidation une fois que l'administration se sera exécutée et la somme sera versée à l'administré. Ces astreintes peuvent être prévues d'office par le juge administratif qui en fixe librement le montant. Il n'est donc pas nécessaire que l'administré en ait fait la demande, contrairement à ce qui existe pour les injonctions préventives. Lors de la liquidation, le juge est libre de modifier le montant de l'astreinte, de la supprimer ou de décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée à l'administré, mais affectée au budget d'État. Venons-en au dernier mécanisme, troisième paragraphe, la contrainte au paiement. Cette procédure est prévue à l'article L. 911-8 du Code de justice administrative. Elle a un champ limité puisqu'elle est ouverte en vue de l'exécution de jugements devenus définitifs qui condamnent une personne publique à une somme d'argent. C'est le cas d'un jugement rendu en matière de responsabilité, c'est le cas d'un jugement qui prévoit une condamnation de l'administration aux frais irrépétibles, ou c'est le cas d'un jugement qui prévoit la condamnation à une astreinte. Elle a la particularité de ne pas faire intervenir le juge administratif. En principe, lorsqu'un tel jugement est passé en force de chose jugée, la personne publique doit ordonnancer la somme dans les 2 mois qui suivent la notification du jugement. Cela signifie que l'ordonnateur doit demander au comptable public de verser la somme due à l'administré. S'il ne le fait pas, la loi du 16 juillet 1980 permet au créancier de contraindre la personne publique au paiement. Si le débiteur est l'État, le créancier peut présenter le jugement au comptable public, lequel doit procéder au paiement s'il ne veut pas être poursuivi devant la Cour de discipline budgétaire et financière. Si le débiteur, en revanche, est une collectivité territoriale ou un établissement public, le créancier s'adresse à l'autorité de tutelle qui procède à la mise en paiement en mettant au besoin la personne publique en demeure de créer les ressources suffisantes pour payer. À défaut, l'autorité de tutelle peut créer elle-même ses ressources en augmentant les impôts locaux ou en vendant des biens de la personne publique qui ne sont pas indispensables au bon fonctionnement du service public. Ceci résulte d'une décision du Conseil d'État du 18 novembre 2005, Société fermière de Campoloro. En conclusion, il faut noter que le Conseil d'État assure un suivi de l'exécution des décisions de sa juridiction. En effet, il est prévu par l'article R. 921-8 qu'à l'issue de chaque année, le président de chaque tribunal administratif et le président de chaque cour administrative d'appel rendent compte au président de la section du rapport et des études du Conseil d'État des difficultés d'exécution qui leur ont été soumises. Le Conseil d'État peut en faire mention dans son rapport annuel. Et ce rapport dresse d'ailleurs un bilan de l'utilisation des procédures d'exécution que nous venons de voir. Par exemple, en 2016, 5154 demandes d'exécution ont été faites, toutes juridictions administratives confondues, et le Conseil d'État note que dans plus de 70% des cas, la phase administrative a permis l'exécution du jugement.